Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, nous recevons un homme de projet. Ses deux domaines de prédilection, le maritime et le milieu équestre. Jean-Marc Baumier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la fois le directeur de la Cité de la Voile, Éric Tabarly, et du Haras National d'Hennebont. Deux univers éloignés, mais un même objectif, faire rayonner le pays de l'Orient. Vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. En votre compagnie, ce matin, Dominique Bellé, vous êtes artiste et cavalière. Bonjour. Bonjour. Sonia Lassène, vous êtes cofondatrice du Festival Les Aventuriers de la Mer. Et enfin, Pierre Mézel, vous êtes cofondateur du team Joloca. Bienvenue à tous les quatre. Alors, Jean-Marc Baumier, la Bretagne est devenue un peu votre port d'attache depuis 2003. Quelle image avait l'homme du Sud de notre région avant de venir s'y installer ? Pas très engageante, à vrai dire. Bah oui, je vous assure. Moi, je suis niçois. J'ai toujours rayonné dans un périmètre assez restreint autour de ma terre natale. Et quand j'ai rencontré une Bretonne et qu'elle m'a dit « Écoute, ce serait bien que tu découvres un peu mon pays », je vous avoue que je n'étais pas super enthousiaste à l'idée d'aller découvrir le Grand Nord, qui pour moi était un espace pluvieux, presque hostile. Et en fait, je me trompais totalement. Je pense que la Bretagne... alors aujourd'hui, son image a largement évolué, mais il y a une vingtaine d'années, on était encore très loin entre la réalité et la représentation qu'on s'en faisait avant d'y aller. Et en fait, c'est une terre de surprise et une terre à laquelle on s'attache très vite. Alors, votre credo aujourd'hui, c'est de dire la Bretagne, elle vous adopte ou pas ? Comment elle vous a adopté, la Bretagne ? Oui, alors c'est vrai que souvent on me dit, bah, tiens, t'as adopté la Bretagne. Je dis non, moi j'ai rien adopté du tout. Je pense qu'au contraire, j'ai été adopté. Et je ne sais pas s'il y a une vraie recette pour ça. Je pense qu'il faut être respectueux, à l'écoute de ce qui se passe. Et puis, il y a une valeur que je trouve très forte en Bretagne, qui est la valeur travail. Et vous êtes souvent jugé sur ce que vous faites et pas sur ce que vous dites. Et en ça, c'est un peu différent du Sud. Est-ce que le sudiste est devenu breton ? Par la force des choses, avec le nombre des années ? Je pense, en fait. En tout cas, si on parle d'attachement à un territoire et une faculté de se retrouver dans ses valeurs, oui, c'est clair. Alors, dans toutes les fonctions que vous occupez aujourd'hui, c'est d'abord au Haras de Hennebont que tout a commencé. Le milieu équestre, est-ce qu'il vous était familier avant de prendre ce poste à responsabilité ? Alors, familier, c'est un bien grand mot. En tout cas, il y avait une vraie connexion avec ce milieu-là. Donc, j'ai pratiqué l'équitation, mais j'ai envie de dire un peu comme beaucoup, quand on est enfant. C'est surtout le rapport au vivant qui était important pour moi. Et à travers ce travail, j'ai pu retrouver ce lien fort qui unit l'homme et le cheval, et la nature d'une façon générale. Et ça, effectivement, chez moi, c'est un vecteur constant. Dominique Bellé, il a un bon niveau d'équitation ou pas, non. Jean-Marc Baumier ? Écoutez, je ne l'ai jamais vu à cheval. Par contre, je suis plutôt à côté des chevaux. Je l'ai vu, côtoyer les chevaux, par contre. Oui. Alors, après, vous êtes devenu directeur de la Cité de la Voile, Éric Tabarly. Rien à voir, mais est-ce que pour vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, pour moi, la connexion, elle est logique entre le Haras et la Cité de la Voile, où il a fallu construire cela aussi dans votre tête ? Non, ça ne s'est pas fait en toute logique. C'est vrai que les deux univers sont très différents. Pour autant, il y a énormément de dénominateurs communs, ne serait-ce qu'à travers les personnes qu'on y croise, qui sont des gens passionnés, que ce soit les marins ou que ce soit les cavaliers, les artistes équestres en particulier. On est sur des gens qui sont totalement engagés dans ce qu'ils font, qui ont un métier qui est un métier passion. Et en ça, il y avait ce dénominateur commun. Après, il s'agit de gérer des sites et des équipements. Ça, je sais faire. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que ce soit un Haras national ou une Cité de la Voile, on retrouve dans les modalités, dans les process de gestion des similitudes. Et puis en 2014, vous prenez aussi part à Sailor, qui est une entreprise qui gère la gestion des ports de plaisance, des équipements de loisirs dans le pays de l'Orient. C'était important pour vous d'être aussi à cet endroit-là ? Alors que vous êtes déjà... Alors la Sailor, en fait, est une société d'économie mixte qui gère pour le compte de l'agglomération un certain nombre d'équipements sur le pays de l'Orient, dont la Cité de la Voile, dont le Haras, dont les ports de plaisance, des activités nautiques. Donc c'est une grosse boutique. Et l'avantage qu'on trouve dans cette grosse maison qu'est la Sailor, c'est une multitude de compétences au service d'un territoire et de son développement. Donc oui, c'était très important de pouvoir travailler avec... Ça doit être quand même un sacré agenda à organiser.
C'est pas évident, c'est pas simple, mais je travaille avec des personnes formidables qui sont des relais très puissants et très forts et qui me soutiennent au quotidien, bien sûr. Donc on l'aura compris, hein, le fil rouge de toutes ces activités, c'est quand même le territoire de Lorient et son agglomération. On part direction Hennebont et Evan nous fait découvrir ce matin l'envers du décor du Haras que vous dirigez depuis 2007. Oui, Jean-Marc, je suis avec deux personnes que vous connaissez bien, Diaoulig, mais surtout vous, André, puisque vous êtes le président du syndicat mixte qui gère le Haras d'Hennebont. Et donc, pour commencer cette visite, c'est parfait de vous avoir parce que vous allez pouvoir nous expliquer rapidement quelle est l'histoire de ce lieu assez unique. Alors, j'ai plutôt envie de vous parler de l'histoire contemporaine, même si ce site a 160 ans. On faisait partie des haras nationaux. Hennebont n'est que, je dirais, le déménagement de Langonette. Les premiers haras, le haras était situé à Langonette. D'accord. Et puis à côté du Fawet. Et pour X raisons, surtout je pense que la vie aussi des gens qui travaillaient dans les haras, ils aient préféré peut-être le site d'Hennebont, qui était aussi plus adapté, qui s'est développé au fur et à mesure par différents projets. Et donc à cette époque-là, il s'agissait avant tout de assurer la reproduction et les étalons bretons, les traits et les postiers sur un site adapté pour eux. Ce sont des étalons bretons, les chevaux qu'on a derrière nous ? Diaoulig, oui. Ici, effectivement, c'est pas Bénur. Bénur, c'est en face. C'est Faust Rose des Vents. C'est Faust, qui lui était un boulonnais. Mais on va voir d'autres chevaux bretons. Surtout, je ne sais pas si Fabrice, à la caméra, peut vous montrer la taille de leurs sabots, c'est impressionnant. Oui. C'est des chevaux ce ne sont pas des chevaux de course. Ah non, c'est des chevaux de travail. C'est des chevaux de travail. Donc on a aussi des traits du Nord, on a un comtois. Ça, c'est le site aujourd'hui. Sur ce site, il y a eu jusqu'à 250 chevaux. Et alors justement, ce site aujourd'hui, comment est-ce que vous le faites vivre ? On s'appuie sur trois éléments. On pense que ce site, alors d'abord, c'est 23 hectares, c'est 32 bâtiments, c'est 1 hectare de plancher, 1500 arbres. Enfin, oui, là, on est dans une écurie, mais on va vous montrer le site après. Voilà. Et donc, sur ce site, pour le faire vivre, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et les collectivités, on le sait bien. Donc, le syndicat mixte, c'est le conseil régional, le conseil départemental, Lorient Agglomération et la ville d'Hennebont. On ne part pas du principe qu'on sera sous perfusion toute notre vie. Donc il faut essayer au moins le petit équilibre de fonctionnement. Et pour ça, on a 3 fonctions. La fonction équitation, donc assez récente, cheval de loisirs, avec des parcours. Entre autres, on a un parcours que vient d'ouvrir, le parcours de cross pour les concours complets. On a le cheval acteur, artiste, avec plus de 100 spectacles par an. On en reparlera tout à l'heure avec Maud qui travaille. Et puis le 3e élément, c'est le cheval de travail. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cheval de travail, c'est l'avenir. C'est moderne, du coup c'est très moderne, c'est-à-dire qu'on est complètement dans l'air du temps, sur l'hypomobilité, sur le bien-être animal, sur la vie sociale, tout ce qui peut se dégager. Donc, je présente Circus qui est derrière nous. Il fait quoi, Circus ? C'est un cheval municipal. Ah, d'accord. Voilà, je connaissais les policiers municipaux. Mais il appartient à la ville d'Hennebont. Et il y a un service municipal qui gère avec Dispar et Circus plein de fonctions. Par exemple, accueillir le Père Noël ? Accueillir le Père Noël. Ils ont fait, avec Morgane, leur cocher, ils ont fait plus de 120 rues pendant la Covid. C'était un succès extraordinaire. Mais c'est aussi l'arrosage au quotidien, service d'espace vert, c'est le transport d'enfants. Vous, ici, vous allez vous spécialiser justement là-dedans, dans le cheval de ville. L'idée, c'est que, comme ça fonctionne bien, il y a 230 villes en France qui, aujourd'hui, ont l'activité cheval en ville. Et ça suppose quand même de la qualification. Qualifier les chevaux, qualifier les hommes et les femmes cochers qui s'en occupent. Donc on a l'idée, d'ici la fin de cette année, de créer une école nationale du cheval en ville. Alors on a fait simplement la même chose que le cheval vigneron dans les vignes. Aujourd'hui c'est très important, le cheval dans les vignes, ou l'âne maraîcher par rapport... En tout cas, c'est une belle mutation pour un lieu qui a 160 ans, comme vous le disiez. Voilà, de valoriser et d'aller vers l'avant. En tout cas, merci beaucoup. De rien. C'est super. Et on va continuer à découvrir le Haras. On va sortir. En plus, il fait beau. On va aller voir justement le chapiteau où sont présentés les spectacles équestres très bientôt, quasiment pendant toute l'année. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Evan le disait, spectacle équestre. C'est vrai qu'on ne pense pas à la dimension artistique d'un Haras. On pense plutôt au cours équestre. Ça fait longtemps que le Haras a pris ce virage, finalement, artistique. Ça fait une quinzaine d'années. Ouais. Une quinzaine d'années.
en fait, au moment où on était dans un nœud un peu compliqué, le Haradenbon a été précurseur dans son ouverture au public. C'est-à-dire structurer la possibilité pour le grand public d'aller visiter une entreprise en activité qui était les haras nationaux, c'est-à-dire ce lieu où on faisait se reproduire des chevaux pour de multiples destinations. Et assez vite, l'État s'est retiré de cette fonction-là. Il y a eu un désengagement progressif. Et donc, ce lieu qu'on faisait vivre à travers son activité, il fallait lui trouver de nouvelles façons de fonctionner et de nouvelles raisons pour le public d'y venir. Et assez vite, le spectacle équestre s'est imposé comme le vecteur fort. Et c'est aujourd'hui, le Haradenbon, l'un des plus gros diffuseurs de spectacles équestres en France. C'est combien d'artistes en résidence pour combien de spectacles à l'année à peu près? Alors, je pense qu'on est entre 6 et 8 spectacles différents tous les ans, avec des résidences qui vont d'une semaine à 2 mois. Et jusqu'à des résidences permanentes, puisque Dominique qui est là est chez nous depuis 5 ans. Vous le connaissez très bien, ce haras, Dominique, puisque vous y avez pris vos quartiers depuis 2016. C'est quand même un sacré cadre de vie, non? J'ai même été monitrice quand j'avais 22 ans. Ah, et vous y êtes retournée après? Oui. D'accord, c'est une longue histoire d'amour entre vous. Je crois, oui. C'est un vrai retour aux sources. Et ça fait quoi de vivre dans un haras? On n'imagine pas, nous, les citadins. Déjà, c'est un immense privilège, parce que évoluer dans 22 hectares de parc, avec des arbres remarquables, enfin, c'est un site magnifique, avec une rivière qui court, avec du coup les chevaux qui sont avec nous en permanence, et un très beau site de travail. Plusieurs carrières, manège couvert. Vous reconnaissez à l'image, vous êtes accompagné quand même de 2 fidèles acolytes au quotidien. Oui. Ça ressemble à quoi? C'est qui? Alors, c'est des partenaires de vie. On peut vraiment dire ça, parce que je crois que j'y consacre vraiment tout mon temps, comme un membre de ma famille. Et il s'appelle comment alors? Alors nous avons Felon Barilla, qui est un cheval pure race espagnol, entier, donc avec un caractère assez affirmé. Et le deuxième? Où la communication doit être absolument dans l'écoute, l'attention. Et le deuxième s'appelle Petit Prince, Ngasso. C'est un cheval pure race lusitanien. Ils sont tous les deux de couleur, on dit gris. Parce qu'on est amené à travailler en lumière. Et voilà, et c'est des chevaux magnifiques et sympathiques. Ils font partie de votre vie. Vous participez aussi aux activités artistiques. Est-ce que c'est à chaque fois une expérience nouvelle à chaque spectacle? Ah, tout à fait. C'est une aventure unique. Un partage déjà avec les équipes avec lesquelles je peux travailler. Je ne suis pas attachée à une compagnie, donc je peux me produire dans différents propos artistiques. Nous avons aussi ce côté transmission. D'ailleurs, on voit Luna, qui est la fille de Jean-Marc, entre autres. C'était sa première apparition publique, mais ça aussi, c'est important, la transmission de ce savoir, de cette écoute, de cet engagement. Et voilà donc mes 2 partenaires. Et au fond, qu'est-ce que vous avez envie de partager à chaque spectacle, Jean-Marc Baumier? On parle de transmission, on parle de spectacle aussi, donc c'est un peu la fête. Le spectacle équestre a énormément évolué. On était, il y a une dizaine d'années encore, sur des démonstrations, sur des performances de voltige, etc., ou de dressage. Aujourd'hui, tout ça, évidemment, demeure, puisque c'est le socle de ce qui est proposé. Mais il y a un véritable propos artistique, désormais, qui émerge de chacun des spectacles qui nous sont proposés ou que nous initions. Et après, chaque artiste a son propos. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça peut toucher à l'environnement, ça peut toucher à la condition féminine, ça peut toucher... Il y a énormément de sujets qui sont évoqués à travers les spectacles qui sont proposés. Et chaque fois, comme le disait Dominique, c'est une rencontre artistique nouvelle. Et puis vous allez aussi dans des univers improbables. Vous avez fait des spectacles, par exemple, avec une chanteuse lyrique. Ah, tout à fait. Oui, d'ailleurs, vous avez dû voir la première image où on entre dans la basilique d'Hennebont, qui s'appelle l'abbaye Notre-Dame du Paradis. Quand même assez exceptionnel de pouvoir rentrer dans cette basilique et être accueillie par Mélodie, qui est une jeune chanteuse lyrique.
Et voilà, pouvoir travailler dans des lieux aussi divers et variés et essayer d'apporter la substantifique moelle, l'âme de ce qui nous lie avec ce cheval. Je me tourne vers le côté marin de notre plateau. Là. Vous êtes un peu familier au milieu équestre ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas de lien. Ouais. Non plus. Ouais, jamais participé à un spectacle équestre. Moi, je suis rentré pour la première fois au Haras ce matin. C'est vrai? En venant pour l'émission. Voilà, donc mais c'est l'occasion. Il a vu que le parking, donc il faut absolument que tu reviennes. Et qu'est-ce qui vous marque peut-être, Dominique Bellet, après tant d'années de collaboration, de vie dans ce haras d'Henneborn? Parce que vous avez vu aussi, vous avez été spectatrice de son évolution. Tout à fait. Qu'est-ce qui me marque le plus? Alors cette volonté d'être toujours présent, attendez, je cherche un tout petit peu mes mots, d'être dans l'évolution permanente. Ouais. Voilà, et chercher à pouvoir s'ajuster avec notre temps et avec l'évolution des choses. Et qu'est-ce qui me marque? La qualité d'accueil. Il fait bon vivre au haras d'Henneborn, c'est ce que vous dites un petit peu. Cette forme de fidélité aussi, qui nous lie depuis plusieurs années. Il y aurait pas mal de choses à dire, en fait. C'est une petite question piège. Eh ben, c'est déjà pas mal, moi j'ai envie de vous dire. On parle aussi aujourd'hui, Jean-Marc Beaumet, du haras national d'Henneborn. Quelle place vous ambitionnez à l'échelle de l'Hexagone aujourd'hui? C'est une bonne question. Les collectivités, comme l'expliquait le président André Artero tout à l'heure, sont investies à plusieurs échelons sur ce projet. Aujourd'hui, le projet ambitieux porte à la fois sur l'école nationale de cheval de territoire, comme il l'exprimait, mais également sur l'accueil d'événements sportifs de toute discipline et de tout niveau. Donc on se structure pour cela. Et puis évidemment, la production de spectacles équestres, la diffusion de spectacles équestres, un lieu de résidence et de formation, c'est aussi une ambition que nous portons avec, dans les projets de l'Orient Agglomération, de la région et du département, sur le site, la construction d'une structure équestre dédiée au spectacle, ce qui n'existe quasiment nulle part ailleurs, ce qui pourra nous permettre d'accueillir des artistes en résidence d'une façon beaucoup plus confortable pour eux que sous un chapiteau, puis surtout de pouvoir faire évoluer les formes scénographiques, puisque là on est sur un cercle de 13 mètres et que demain on pourra évoluer sur une piste qui pourra faire jusqu'à 40 mètres sur 23. Donc c'est un très beau projet que nous portons avec l'Orient Agglomération pour les années qui viennent, avec, on espère, une livraison en 2025. Allez, on retourne direction Henneborn. Evan s'est rendu sur le site. Il rencontre les équipes sur place. Alors on le disait tout à l'heure, le haras d'Henneborn se visite et justement, Maude, tu vas nous donner un petit peu l'eau à la bouche. À quoi faut-il s'attendre quand on vient visiter le haras? Et bien là, le public va découvrir un nouveau parcours de visite qui va commencer par 2 expositions. Une nouvelle exposition qui va traiter de l'histoire des haras de façon contemporaine et ludique. Et puis on aura aussi l'exposition d'un artiste hennebornais, Frédéric Leblay, qui était en résidence pendant plus d'1 an sur le site du haras et qui va présenter ses œuvres qu'il a créées sur le site. On peut aussi accéder à des endroits un petit peu insolites du haras. Oui, alors déjà on va découvrir les écuries avec les différentes races qu'on va proposer sur le site, donc le cheval de breton, mais aussi les traits du Nord par exemple, donc différentes races que le public va pouvoir découvrir, notamment des chevaux de trait. Avec aussi une petite nouveauté, on va avoir des pensionnaires atypiques et mécaniques qui seront aussi dans les box avec... Tu fais du teasing. Ouais, c'est ça. Et puis évidemment, on peut voir les spectacles en venant ici, dans le chapiteau qui se trouve derrière nous. Oui, bien sûr, ouais, on accueille à peu près 100 représentations cette année, donc c'est 5 compagnies à peu près qui vont être proposées différents spectacles sous le chapiteau. Et alors ces compagnies, elles travaillent des disciplines qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir partout, notamment la voltige équestre. Oui, chaque compagnie a avant tout un propos artistique à défendre et dans lequel interviennent différentes disciplines effectivement équestres, comme la voltige, le dressage. On voit le cheval derrière nous, il était en train de voltiger un peu. C'est ça, là il était travaillé pour
pour nous montrer tout ce qu'il sait faire. Vous avez aussi des artistes en résidence ici? Oui, le Haras national d'Hennebont a comme vocation aussi vraiment le soutien à la création artistique équestre. Et ça se présente notamment par l'accueil en résidence de compagnies qui ont besoin du site et du chapiteau pour avoir des étapes de création dans leur spectacle. Et alors, chose hyper fun, on peut venir prendre son petit déjeuner ici pendant l'été et même fêter son anniversaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. L'idée aussi, c'est que le public puisse découvrir un petit peu les coulisses. Donc le petit déjeuner au Haras, ça se passera cet été. Donc on aura 3 dimanches où le public vient dès 8h30 et voit tout ce qui se passe avant l'ouverture et notamment tout le travail des artistes en amont. Et l'anniversaire? Et l'anniversaire, là c'est aussi proposer aux enfants les mercredis après-midi des temps d'échange différents sur le site. Donc on vient pour faire l'anniversaire autour de C'est pédagogique un petit peu. Il y a des activités pédagogiques en plus de la présentation du site et puis les enfants viennent avec leur gâteau. Est-ce que les grands peuvent le faire aussi? Non, c'est que les enfants. Ah, mais par contre, j'ai mon anniversaire dans quelques mois pour mes 32 ans, j'aurais bien aimé. Écoute, je pense que les poneys seront un peu trop petits pour toi. C'est pas faux. Bon, merci beaucoup, en tout cas, ça donne envie. Et puis nous, on va se retrouver dans quelques instants avec un cavalier professionnel qui va nous apporter un autre regard sur le Haras et il vous dira pourquoi il a choisi de s'installer à Hennebont. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan, merci beaucoup. Nous, on va faire un petit pas de côté. Autre univers dans lequel vous aviez envie de nous emmener ce matin, c'est la mer. Est-ce que vous avez toujours été familier, attaché au milieu maritime quand on vient du Sud et quand on vient de Nice? Oui, je pense que l'attachement au littoral, d'une façon générale, et à la mer, c'est évident. Je pense que j'aurais vraiment du mal à vivre, on en parlait en venant dans la voiture, une vie citadine à Paris où ça serait très compliqué pour moi. J'ai besoin de, comme tu le disais aussi Dominique, besoin de voir la mer, alors si c'est pas tous les jours, c'est moins très souvent. Pas très loin en tout cas. Oui. Alors c'est vrai que le port de Lorient a connu d'énormes évolutions. L'ancienne friche militaire a repris un nouveau visage. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en 15 ans puisque voilà, vous avez toujours navigué dans ces eaux-là, si je puis dire? Tout a changé. Effectivement, la base des sous-marins de Lorient, c'est l'histoire d'une reconversion qui est fantastique et qui est brillamment réussie. On part d'un lieu qui a une histoire assez forte, puisque on est sur un site qui a fait partie de la stratégie de la bataille de l'Atlantique, donc construit par les Allemands en 1941-1942, et qui a été aussi la raison pour laquelle Lorient a été excessivement bombardé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis occupé ensuite par la Marine nationale jusqu'à la fin des années 90. Et puis on se retrouve avec cette presqu'île d'un peu plus de 20 hectares, totalement à l'abandon, avec une nouvelle destination à lui trouver. Et on arrive, avec l'impulsion politique qui a été donnée, à aujourd'hui avoir le premier pôle course au large international, avec, on le voit ici, une reconversion en pôle touristique, en pôle économique, et un lieu qui nous est envié et qui est aujourd'hui le premier pôle d'attraction du Morbihan en termes d'attraction touristique. Quand vous voyez ces images, ça vous fait du bien? Vous vous dites, on a réussi quand même quelque chose? Alors oui, avec plusieurs acteurs, évidemment. Bien sûr, le « on », il est à mettre en majuscule, parce que moi, je ne suis qu'un petit maillon de cette réussite. Peut-être un peu plus marqué sur le volet touristique, puisque la Cité de la Voile, Éric Tabarly, et ensuite le sous-marin Flore sont venus apporter cet axe grand public, pour ne pas que ce lieu ne reste qu'un lieu professionnel. Aujourd'hui, c'est un lieu, c'est vraiment un lieu touristique, mais aussi une force et un poumon économique pour l'Orient, poumon maritime, puisqu'on retrouve ici sur un périmètre assez restreint de quoi construire les plus beaux bateaux de course du monde et surtout un pôle d'entraînement pour les skippers qui y résident. Il a fallu aussi apporter de la vie dans tout ça en 15 ans, créer des événements pour relancer une certaine dynamique. Vous faites partie de cet écosystème aussi, Sonia Lassagne. Quelle est l'histoire de ce festival Les Aventuriers de la Mer que vous avez cofondé? Alors, en fait, je travaillais aux Fêtes maritimes à Douarnenez et quand on arrivait avec ma collègue sur l'Orient, on a été frappés par la diversité des identités maritimes lorientaises, d'avoir un port de pêche, un port de plaisance, un port de course au large, des expéditions scientifiques avec Tara, toute cette multiplicité qu'on retrouve rarement en Bretagne. Enfin, il y a peu de ports qui peuvent se prévaloir d'avoir autant d'identités maritimes qui se juxtaposent et on avait envie de créer un lien, le temps d'un
festival pour que les gens se rencontrent, tous ces hommes et ces femmes qui se partagent la mer, vraiment se rencontrer et échanger le temps d'un week-end. Et c'est comme ça qu'on a été voir la Cité de la Voile. On a rencontré Jean-Marc Baumier et on lui a proposé cet événement qui, au départ, était sur un week-end et qui, depuis, a pris un peu plus d'ampleur et est sur 4-5 jours. 7e édition prévue en octobre prochain. Quel est le fil que vous avez envie de tirer dans ce nouveau rendez-vous? Alors, le Festival des Aventuriers de la Mer, on est vraiment sur le 21e siècle. C'est très contemporain. C'est très contemporain. On veut vraiment montrer tout ce qui peut se faire avec la mer aujourd'hui, tous les possibles qui sont en mer. La mer, c'est le dernier espace frontière. On dit que 90% des espaces ne sont pas cartographiés. Plus de 80% des espèces sont inconnues. Donc, il y a un terrain à défricher qui est énorme, à explorer, qui est considérable. On a pour 30 ans de programmation à faire. On a effectivement un fil rouge qu'on veut mettre en avant chaque année. Et cette année, on a vraiment envie de mettre le lien sur sauver les océans, oui, mais l'action se fait d'abord à terre. Et comment chacun peut, à sa façon, dans des gestes du quotidien ou de plus grande ampleur, mais chacun peut faire quelque chose pour cela. Donc il y aura des conférences, des animations, c'est ouvert à tout public? Alors c'est vraiment ouvert à tout public. Même les enfants? Ouais, même les enfants. C'est là où on a un petit volet patrimonial parce qu'on accueille aussi des bateaux du patrimoine. C'est donner envie de mer. Et la mer, pour avoir envie de mer, il faut d'abord monter sur un pont de bateau. On s'est rendu compte que c'était un privilège de monter sur un pont de bateau. En fait, on voit les bateaux sur le quai, mais on ne va pas plus loin. Donc il y a des visites de bateaux. Très grand public, sur des très très beaux voiliers. On a des rencontres, on a développé aussi tout un côté spectacle vivant pour être aussi dans l'émotion, être entre la raison et l'émotion, puis du cinéma, des conférences, voilà, expositions. Comme le disait Sonia Lassène, c'est vrai qu'on oublie, surtout quand on n'habite pas dans le pays de l'Orient, que l'Orient c'est quand même 6 ou 7 ports. Est-ce que finalement on a réussi aussi à créer des ponts entre tous ces ports qui ont des fonctions très différentes? Est-ce qu'aujourd'hui les Lorientais sont attachés et se sont appropriés ces lieux? J'en suis certain. J'en suis certain. Alors je pense qu'après, il y a encore du travail à faire. Tout le monde ne travaille pas à l'unisson, mais oui, Lorient, une ville portuaire multiple. Qui s'est ouvert à ses habitants aussi? Oui, oui, désormais c'est le cas. Et je pense que le dénominateur commun, c'est la maritimité. Et le festival l'illustre parfaitement, puisqu'on a des intervenants de toute nature, de tous horizons maritimes, qui se rencontrent autour de tables rondes. Alors parfois on se dit, mon Dieu, ça peut faire des cocktails détonnants, et en fait pas du tout. Ça passe toujours. Parce que tout le monde parle la même langue, et puis il y a un tel enjeu aujourd'hui sur le devenir des océans, alors des océans de la planète d'une façon générale, mais des océans en particulier, puisque c'est à peu près un peu plus de 70% de notre surface terrestre. Donc oui, tout le monde se retrouve sur la nécessité d'agir au plus vite. Alors le port de Lorient, vous êtes aussi familier. Pierre Mézel, c'est aussi un point d'ancrage pour la team Joloca. Quel est le credo de votre association? Le credo de notre association, c'est de montrer par l'exemple, donc par la course au large, comment est-ce que la diversité, toutes les différences entre chacun de nous, entre les êtres humains, sont une force pour les équipes. Et comment est-ce qu'au-delà de la peur qu'on peut avoir des différences, eh ben on arrive à faire de très belles choses. Et nous, on l'a fait pendant 10 ans, à travers uniquement la course au large, avant maintenant de s'étendre. Et ça donne quoi un équipage reflet d'une diversité, d'une photographie de la société? Et ben c'est comme quand on est assis au café, c'est-à-dire qu'on voit passer devant nous des hommes, des femmes, des personnes de 18 ans, des personnes de 70, des personnes de toutes les couleurs de peau, des personnes en fauteuil roulant, des personnes non-voyantes. Et donc nous, à bord du bateau, on a eu jusqu'à 7 nationalités différentes, dont des personnes bretonnes qui ne parlent pas anglais et des Polonais qui parlent que anglais, pour les faire communiquer. Voilà, une personne non-voyante, une personne paraplégique. Parce que quand vous faites ça, ça veut aussi dire que finalement, dans la course au large, c'est pas si divers que ça, c'est un peu toujours les mêmes profils. Et je risque de ne pas me faire d'amis, mais oui, effectivement, c'est un peu que la course au large, comme beaucoup de sports. Hein. Très masculin. Très masculin. Alors ça évolue, mais on en est au début des évolutions. Par chance, les femmes sont un peu médiatisées dans la course au large.
Et effectivement, dire on va faire alors là, c'est un bateau de course que nous, on a, un bateau qui est fait pour le tour du monde en équipage, donc un 60 pieds, 18 mètres. Dire on va faire de la course au large avec une personne non-voyante, la mixité à bord. On n'a plus une mixité à bord des bateaux de course pendant 30 ans. Ça revient depuis une dizaine d'années. Alors, au-delà du projet d'avoir un équipage d'hiver, ces expériences de navigation, elles sont aussi transposables en entreprise. C'est ça qui est aussi très intéressant dans votre démarche. Ça donne quoi dans la réalité quand on transpose ces expériences-là dans le monde de l'entreprise, par exemple ? Eh ben, en entreprise, ça marche. C'est-à-dire que nous, nos partenaires, on a depuis 10 ans, on a des partenaires qui au début venaient, il faut être honnête, pour la communication, du diversity washing, on peut dire, et puis qui au fur et à mesure se sont dit, mais en fait, ça marche, eux, ils sont performants, et ben nous, on arrive à intégrer leur méthode de management à bord, de recrutement, pour nous aussi être plus performants avec des gens vraiment d'absolument tous les horizons. Et qu'est-ce qui vous touche dans cette démarche, Jean-Marc Beaumier ? Moi, je trouve que je suis entouré de personnes formidables ce matin. Et c'est vrai que la démarche de Pierre illustre parfaitement les choses. L'idée de rassembler sur un bateau qui est un monde on ne peut plus fini, des personnes aussi diverses et faire en sorte que ça fonctionne. Sur un bateau, vous ne pouvez pas claquer la porte et dire je vais faire un tour, je vais prendre l'air, je reviens quand tout sera calmé. Non, vous êtes obligé de trouver des solutions et les solutions au service du collectif. Et en ça, oui, c'est modélisable à l'entreprise, c'est modélisable à plein d'autres sujets. Mais avoir eu l'idée de le faire, c'est une chose. Le réaliser, c'en est une autre. Et montrer que ça marche, la preuve par l'exemple est faite. Un nouveau projet pour vous, Finistère-Man, toujours les mêmes principes, mais dans un exercice totalement différent. Voilà, le but de notre prochain projet, c'est de faire la même chose à terre maintenant, de s'ouvrir à d'autres sports. Donc effectivement, un tour du Finistère pour commencer. On commence en local avant de s'étendre, avec de la nage, un marathon, du vélo, 150 km à vélo, et du bateau évidemment qui reste. Le même principe, mais on va pouvoir par exemple aller à la rencontre des gens en Centre-Bretagne, ce qui pour nous est très important de sortir un peu du littoral. Je suis désolée, moi je vais vous ramener dans le Morbihan à nouveau. On part retrouver Evan qui nous attend au Haras d'Hennebont. Pour notre dernière étape de la visite de ce haras à Hennebont, je suis avec Johan qui est cavalier professionnel. Et Johan, j'aimerais bien savoir en quoi ça consiste justement ton métier. Alors, mon métier, ça consiste simplement à valoriser les chevaux. Aujourd'hui, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis sur site. Mon activité principale, c'est la valorisation de chevaux. J'ai dans les box des chevaux qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui sont tous destinés à cette commercialisation. Non, parce que qu'est-ce qu'on entend par valoriser un cheval? C'est le préparer pour la course? Pour la compétition et le commerce, la vente de chevaux. Donc on essaye de les garder, en général on va les garder 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an pour certains. Ça dépend un petit peu de ce qu'on attend d'eux. Et le potentiel qu'ils en dégagent. Alors là, on t'a vu sur cette monture. D'ailleurs, comment tu t'appelles? Dark Vador. Ah bah voilà, il a répondu. Dark Vador du Neve. Et il est sympa? Très gentil. Qu'est-ce que tu faisais justement? On t'a vu t'entraîner? Alors ça, c'est un cheval qui vient d'arriver il y a 15 jours. Du coup, il va commencer les concours au mi-avril à Plumergat. Et du coup, je me familiarise avec lui gentiment. Donc là, c'était un enchaînement style concours, dans les conditions, une détente et un enchaînement d'obstacles pour voir un petit peu comment il fonctionne, comment il réagit, les sensations que j'ai dessus. Et alors, verdict? Bah écoutez, plutôt satisfaisant. J'espère que la compétition sera aussi bonne. La force est avec toi, quoi. La force. Super blague. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'installer à Hennebont, au haras d'Hennebont? Alors, tout simplement, c'est la localisation. On est près de l'axe de Rennes, de Nantes. C'est assez facile d'accès pour les gens de passer de Rennes du côté du Morbihan. Et il y a aussi le prestige du site. C'est vrai qu'on a quand même un bel outil de travail, on a des belles carrières en sable, carrières en herbe, un parc qui est très joli. Et du coup, pour travailler les chevaux, c'est vraiment très agréable. C'est sympa comme cadre. Tout à fait, ouais. Bon bah je vous laisse retourner au travail, on a du boulot, Dark Vador. Allez, merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Et maintenant, on va retrouver André. Merci pour la visite aujourd'hui, André. J'avais envie qu'on parle de vous un petit peu parce que vous êtes ancien maire à Hennebont et vous avez choisi de vous impliquer dans la filière cheval en prenant la présidence du syndicat mixte qui gère le haras. Pourquoi? Parce que ça occupe quelqu'un à temps plein. C'est pas gagné de redonner vie à un site qui a 160 ans d'histoire et pour qui le cheval a changé complètement de fonction dans la société. Ici, c'est un site qui a été créé pour faire des chevaux de guerre.
puis des chevaux pour l'agriculture. Et maintenant, vous voyez, il y a le cheval de loisir, mais je pense aussi que le cheval peut rendre beaucoup de services en tant qu'énergie animale. À un moment, on se pose la question du développement durable. Je pense que Il y a des problèmes de l'énergie qui sont d'actualité. Tout le monde aura compris que mettre des chevaux en ville, ce n'est pas une ineptie. C'est même intéressant à tout point de vue, économiquement, socialement. Et il y a vraiment moyen de faire des choses très intéressantes. Donc vous avez 4 ans pour réussir votre mission. Oui, parce que tout le monde sait que je me représenterai plus après. J'étais 7 ans maire d'Hennebeau, je suis conseiller municipal, conseiller communautaire. J'ai beaucoup travaillé dans les collectivités et je voudrais une nouvelle vie, mais surtout assurer à ce site un avenir vraiment intéressant. On vous souhaite plein de réussite et en tout cas, si vous avez envie de venir visiter le Haras d'Hennebont pendant les vacances de printemps, les vacances d'été, n'hésitez pas, il y a plein de choses à faire. Donc on vous affiche l'adresse du site internet du Haras et on vous attend ici très vite. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Evan. À demain pour de nouvelles aventures. Vous avez noté, c'est ouvert pendant les vacances scolaires. Vous pourrez y aller faire un tour. Vous n'avez plus d'excuses. Quand on travaille depuis tant d'années à faire rayonner un territoire, créer toutes ces synergies qu'on a vues ce matin, c'est quoi le plus difficile ? C'est une bonne question. Ouais. Je pense que c'est d'orchestrer l'humain autour de tout ça. Ouais. Parce que les projets, finalement, et les idées, on n'en manque pas. Bien souvent, elles sont retenues, elles sont soutenues par les gens qui nous accompagnent et nous financent. Après, il faut les mettre en œuvre. Et les mettre en œuvre, c'est plus compliqué. On se heurte à 1000 difficultés, alors soit au sein de ses propres équipes, mais ce qui est rare, parce que j'ai des équipes là aussi formidables, mais après à l'administration, à des calendriers électoraux, parce qu'évidemment, quand il y a un changement de cap à un moment donné sur une politique, ça peut amener du retard, ou bien à des procédures liées à, par exemple, le Haras national d'Hennebont est un lieu qui est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc dès lors que vous voulez bouger une pierre, et qui plus est créer un projet comme celui dont je parlais tout à l'heure, tout de suite ça prend beaucoup de temps. Il faut prendre sur soi, c'est ce qu'on apprend aussi. On apprend la patience et l'humilité, oui. Et qu'est-ce que vous a appris au fond de vous, ce territoire breton, depuis que vous êtes arrivé ? Ça fait bientôt 19 ans. Oui, bah écoutez, c'est désormais toute ma vie, j'ai envie de dire, puisque ma famille y est, mes enfants, je pense, sont foncièrement bretons. Et puis on a trouvé, alors là c'est un volet un peu plus personnel, mais on a trouvé un lieu de vie qu'on cherchait, qu'on n'aurait jamais trouvé, je pense, dans le Sud, et qui nous correspond parfaitement. Vous ne pourriez pas quitter la Bretagne, ça c'est... On ne peut jamais dire jamais, mais ce serait pas de gaieté de cœur. En tout cas, ce n'est pas dans mes projets. Alors quand vous n'êtes pas au Haras, à la Cité de la Voile, ou à une réunion chez Sailor, quels sont les petits plaisirs de Jean-Marc Baumier, les hobbies insoupçonnés ? Écoutez, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est tout à fait simple. Comme je vous le disais, on a fait le choix de vivre, on a fait le choix de vivre dans un univers qui est un peu déconnecté du reste. On a la chance d'avoir trouvé notre petit havre de paix, qui est une ancienne ferme qu'on a entièrement restaurée. On a récupéré un tas de ruines et on en a fait aujourd'hui notre lieu de vie, avec toujours ce lien au vivant qui est très très fort. Il y a une rencontre qui a été fondamentale dans ma vie, c'est celle avec Pierre Rabhi, un monsieur chez qui j'ai passé 1 an au quotidien pour le suivre à la fois dans son travail et puis pour travailler avec lui sur son lieu de vie à l'époque, qui est malheureusement parti l'année dernière. Et puis voilà, donc ces valeurs-là, elles sont profondément ancrées en moi et ce lien au vivant est fort. Donc oui, c'est ma déconnexion et mon interrupteur. Quand je passe les grilles de la maison et que je me retrouve avec mes chevrettes, mes vaches ou mes chevaux, c'est ou mon Léon. C'est ça nous a doucement fait sourire dans l'équipe, un cochon à 50 ans. On vous a offert ça pour votre anniversaire. C'est ça, alors je ne sais pas ce que je dois en penser. C'est le cadeau de ma femme pour mes 50 ans. Donc voyez ce que vous voulez à travers ça. C'est vous qui nous le dites. En l'occurrence, c'est un de mes meilleurs copains aujourd'hui. Voilà. Et c'est à lui que je dis bonjour le matin et bonsoir le soir en dernier. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Il a un nom ce cochon ? Il s'appelle Léon. Léon, on le salue. Léon, merci beaucoup Jean-Marc Baumier pour cet échange. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la photo de fin d'émission. C'est la petite tradition ici dans Vous êtes formidable. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. Je vous dis à demain pour une nouvelle rencontre. Bonne journée. Le cochon, ça nous a fait rire. Anybody do the things you do before. They say,